Alors, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr. On va commencer l'émission dans quelques instants, j'attends juste qu'on me confirme que tout est ok au niveau du son et de l'image. Je vais faire un petit réglage, alors pardon, j'avais fait un petit réglage au niveau du son justement. Alors, allô, est-ce qu'on m'entend mieux? Non, et là... Ouais ok, donc ça c'est ça qui va pas. Allô? Allô? Ok, là, c'est bien ce microphone. Donc je vais un peu baisser le son. Non, je pense qu'au niveau du son, ça doit aller. Ça, je vais le couper. Ok. Ok, tout m'a l'air bon là. Donc on va enchaîner. Je ne vois rien faire, me dit Magix. Alors, Ronald, ça roule. Alors, la Magix... Alors, je vais afficher le graphique et le compte dans un même temps. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui a été fait sur le compte. J'attends juste que Magix me confirme. Alors, Magix, est-ce que c'est bon? Ok, là c'est bon, apparemment. Alors, je vais faire un petit test par moi-même. Excusez-moi du temps que ça prend. Je te vois et je t'entends. Ok, c'est parfait. Donc, moi-même, je fais un petit test de mon côté. Par moi-même, excusez-moi du temps que ça prend. Je te vois et je t'entends. Bon, ok, c'est parfait. Donc, moi-même, je fais un petit test de mon côté. Voilà, bon, là tout est ok. Donc, sur ce, salut Fab, ça fait plaisir. Bah, salut Magique, salut à tous ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de l'émission. Donc, excusez-moi pour le temps que ça a pris. Alors, plusieurs positions en cours. On est vendeur sur le dollar face au yen japonais. On va aller voir ce qui se passe. Donc, prise de position à la vente. Ici, je suis en 5 minutes. On voit que la dynamique de fond est baissière avec des rebonds. Donc, des retestes des moyennes mobiles. Et donc, j'ai décidé de prendre position à la vente sur retest de la moyenne mobile exponentielle 50 qui est en bleu ciel sur mon graphique avec toujours un objectif à 20 pips pour un stop loss à 20 pips. 20 pips plus le spread pour avoir bien un gain égal aux pertes et donc pas avoir à ajouter les gains, le niveau de spread aux pertes éventuelles. Donc on est en position à la vente, on est dans le sens du mouvement de fond, donc dans le sens de la foule, hein, comme j'aime utiliser cette expression. Donc je reste confiant et pour le moment on perd de l'argent, on perd 3,20€ sur cette position qui est une position de 0,06 lots. Avant de parler des positions, je vais vous expliquer un peu ce que je suis en train de faire. Alors, on se rappelle qu'au début, il y avait beaucoup de positions ouvertes à chaque fois. Pardon, je suis malade. Donc là, il y en a moins parce que je suis en train de changer de compte. Donc, je vais passer chez Forex Place parce qu'ils proposent une offre tout à fait intéressante, à savoir un pip sur les majeurs à partir du moment où on dépose un certain montant. Donc, j'ai vu avec eux, je peux y prétendre. Donc, je déposerai, une fois que j'aurai clôturé ma série de trades sur chaque paire, je clôturerai ce compte chez ActiveTrade pour l'ouvrir, pour ouvrir le nouveau chez Forex Place. Donc j'ai tout fermé, que ce soit sur euro-dollar, GBP USD, il y avait d'autres euro, francs suisses, etc. Il me reste deux trades, deux paires sur lesquelles je dois, donc si vous vous rappelez un peu de ma stratégie, c'était j'augmente de 0,01 lot après une perte, et je baisse de 0,01 lot après un gain. Au niveau de mon exposition, donc je commence à 0,01, je monte au maximum à 0,1 lot puisque je détiens, enfin non même 0,09, enfin non, en équité je suis à 1000 donc 0,1, à savoir que mon risque maximum est toujours limité à 1,5% de mon capital. Donc sur ce, dans cette optique, j'ai deux positions, deux paires que je suis en train de trader, à savoir AUD-USD et USD-JP. Donc sur les deux, je prends des positions de 0,06 kg, ce qui fait que je suis quand même assez loin de clôturer la série. Il faudrait que je revienne à 0,01 lot pour terminer ma série, pour pouvoir clôturer mon compte et aller chez un autre broker. Donc dans cette optique, je suis vendeur sur le dollar face au yen et je suis également vendeur sur le dollar australien face au dollar américain. Alors j'étais acheteur hier, d'ailleurs j'ai eu une bonne série, enfin j'ai eu deux trades gagnants, ça s'est bien passé. Là j'ai pris position à la vente parce qu'on a un espèce de double top qui semble se dessiner, on le voit ici. Donc si je prends, voilà, on va avoir une résistance horizontale qui se dessine ici, à 1.0084, un double top qui pourrait amener un rebond. Donc on va regarder également au niveau des oscillateurs, si je prends notamment mon Relative Strike Index, donc RSI qu'on va voir ici, on voit une divergence baissière. Donc on a des plus hauts qui tapent sur la même résistance, donc double top potentiel, et de plus on voit qu'on a une divergence baissière avec des plus hauts de plus en plus bas depuis un bon moment maintenant, ce qui indique quand même un essoufflement de la part des acheteurs. Donc pour le moment on a tendance à un peu se retourner, et justement les vendeurs ont l'air de vouloir reprendre en main le marché. Alors de plus à 16h on a une publication de chiffres, donc qui peut impacter et amener de la volatilité, on va suivre ça attentivement dans le cadre de notre trading à court terme.
Alors, dernière position qui n'a rien à voir avec mon plan de trading. Donc ça, c'est une mauvaise position. Bon, pour l'instant, elle est gagnante, mais je veux dire, c'est pas une position à prendre normalement. C'est une position de 0,1 lot à l'achat sur l'euro-dollar. Donc pourquoi achat? Ceux qui ont... je vais vous expliquer pourquoi l'achat. Donc déjà, on va voir mon ancienne analyse qui a été publiée il y a quelques jours. Et puis, on se retrouve juste après. Donc je vous montre l'analyse qui explique pourquoi cette prise de position acheteuse de 0,1 lot sur l'euro-dollar. On verra ensuite les stop-loss, etc. Donc je publie ça, j'en ai pour 2 petites secondes. Alors je vous rappelle que si vous avez des questions, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez m'ajouter sur Skype. Vous avez juste à m'ajouter sous l'adresse Fabien Web. Si vous voulez me poser des questions, etc. Par écrit, vous avez également le chat de Vidéo Bourse qui est juste en dessous de l'écran de diffusion de cette émission. J'ai toujours 2 écrans, donc, dont un écran qui diffuse les messages en direct, donc je réponds aux questions en direct. Magis notamment qui nous prévenait qu'il y avait une news US qui était très proche. Donc là, si je vais sur Forex Factory, on va aller voir ça. Focus action, non c'était pas ça, c'était donc analyse technique de la paire euro-dollar. Voilà, on regarde cette analyse technique, un petit coup d'œil simplement. Voilà, il y a beaucoup de publications qui sont en cours là, notamment l'indice ISM qui est tombé à 16 heures précises. Il est tombé à 60,08, donc c'est plutôt encourageant et bon pour l'économie US. C'est meilleur qu'attendu puisque le chiffre était attendu à 57,08 et c'est meilleur que les précédents qui étaient à 57. Ça devrait avoir un impact positif sur l'économie. Donc le dollar a tendance à plutôt jouer un rôle de valeur refuge. On peut avoir un dollar qui se renforce. Alors on voit le dollar face au yen sur lequel on était vendeur, justement, qui a atteint son stop loss. Donc c'était une position de 0,06 lot. On va devoir ouvrir une nouvelle position sur le dollar face au yen. Sur ce grosse bougie haussière. Donc on va simplement suivre le mouvement. Donc 0,07 lot puisqu'on incrémente de 0,01 lot conformément à notre plan de trading. Voilà, prise de position à l'achat sur le dollar face au yen. Le stop loss doit se mettre automatiquement avec le take profit. On a un spread de 2 pips sur cette paire, donc stop loss à 22 pips et objectif à 20 pips. Juste en dessous du point pivot, donc c'est plutôt bon. Donc acheteur sur le dollar face au yen, on va voir ce que ça donne. Alors on est gagnant sur le dollar australien face au dollar américain, ça indique que le dollar se renforce, hein, donc c'est bon signe. Alors par contre ça impacte négativement notre position acheteuse sur l'euro dollar, on suivra ça. Pour l'instant on reste positif avec un gain de 26,20€ en cours. Donc on laisse courir tout ça, on va voir ce que ça donne et je vous laisse suivre donc mon analyse sur l'euro-dollar. On regarde ça tout de suite. Alors pardon, par contre je vais devoir la mettre en plein écran. Voilà. Alors du coup là il y a la pub. Alors 2 petites secondes. Alors du coup, en attendant que la pub se passe, on va suivre, hein, il y a de la volatilité, donc c'est intéressant de suivre ça quand même. Hein. Dollar yen, on est rentré pas mal, on a déjà remboursé le spread, on a bien augmenté à un moment. Là on a tendance un peu à revenir sur nos pas. L'idéal serait peut-être d'entrer sur pullback, j'ai pas été assez réactif. J'aurais dû être plus concentré. Voilà, on regarde la liste tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar en graphique journalier, comme on a l'habitude de le faire. On va faire un point sur le passé. On avait marqué les plus hauts en novembre 2010, donc novembre dernier, début novembre, le 4 novembre précisément, à 1.4275. On a ensuite accéléré à la baisse jusqu'à marquer les plus bas à 1.2862. Ensuite, les marchés ont été rassurés par des annonces relatives, pardon, pas par des annonces, mais par la publication et la mise à disposition des investisseurs d'obligations relatives aux pays européens en difficulté, qui s'est très bien passé, qui a amené une certaine demande, qui en tout cas largement satisfait et rassuré les investisseurs par rapport à la devise européenne et à l'économie européenne dans son ensemble, ce qui a amené un mouvement haussier qu'on a actuellement. Donc techniquement ça se traduit par une accélération baissière de novembre jusqu'à des plus bas marqués le 10 janvier à 1.2866 et depuis on est en phase de correction. On a déjà retracé 61,8% de la tendance baissière de novembre à début janvier. Qu'est-ce que c'est le niveau des 61,8% de Fibonacci? Bien, c'est un seuil c'est un seuil important dans le sens où s'il est franchi, théoriquement on est censé rallier et retracer entièrement la tendance haussière précédente, donc là en l'occurrence c'est une tendance baissière, donc rallier les 1.42, c'est de la théorie. Ça peut également constituer une zone de rebond assez importante. Alors
pour le moment, si on zoome, on va mieux s'en rendre compte. On voit que ça constitue une zone de rebond avec, lors de la journée du 27 janvier dernier, une accélération haussière avec des cours qui ont finalement clôturé juste en dessous des 61%, qui sont venus en séance accélérée au-dessus, ce qui permet de tracer cette résistance horizontale à 1.3759, qui n'est pas vraiment une résistance, c'est juste pour le moment la dernière zone de rebond. Alors, comme autre constatation relative à l'euro-dollar, à long terme, on est dans une dynamique haussière. Donc la tendance de fond reste quand même haussière. Avec des belles phases de retracement, c'est vrai, mais on a toujours des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Et ça, depuis les plus bas qui avaient été marqués lors de la crise grecque, donc en juin 2010. Ça fait 6 mois maintenant. Ok. Au niveau de l'étude de notre oscillateur, là, le RSI que j'ai représenté ici, on avait eu une divergence haussière. Donc ici, sur le graphique, on marquait les plus bas de plus en plus bas. On l'avait repéré ça lors des précédentes analyses techniques. Pendant en même temps, sur le RSI, on marquait des plus bas de plus en plus haut. On évolue dans un canal haussier. Là, la divergence a fait ce qu'elle avait à faire. On a eu un gros mouvement haussier, ça a été comblé, c'est bon. Désormais, on constate qu'on surclasse et on surpasse la résistance haussière de la tendance haussière, ce qui indique un fort engouement haussier. Donc je garde ça en tête. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on va dire sur l'euro? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu une zone euro qui a été quand même relativement rassurée. Dans l'ensemble, ce début d'année 2011 s'annonce pas trop mal, en tout cas pas catastrophique. Là, plutôt à la reprise, il n'y a pas de chiffre catastrophique, c'est pas la grande forme non plus, mais les pays émergents vont bien. La croissance chinoise est très forte, trop peut-être. Dans l'ensemble, moi je pense que les 1.37, c'est pas déséquilibré, que ce soit la hausse ou la baisse pour l'euro-dollar, ça me semble être un cours relativement sain. Et d'ailleurs, si on dézoome, on voit que les cours reviennent souvent dans cette zone des 1.37. Là, on a nos deux lignes qui sont tracées, ça permet de voir. Voilà, on a des excès, mais à chaque fois, on revient dans cette zone. Donc, pour le moment, c'est un peu cette zone d'équilibre. Donc, fondamentalement, voilà ce qu'on peut dire. Après, du point de vue de l'Égypte et ce qui se passe dans les pays qui sont en train de se révolter en ce moment, je ne pense pas que ça impacte directement sur l'économie européenne ou américaine. Bien sûr, ça a des impacts, mais c'est pas ce qui a un impact majeur, donc je n'en tiendrai pas forcément compte. D'autant que je vois pas si ça impacte plus l'euro que le dollar, donc je ne saurais pas comment interpréter. Donc ça, j'en ferai abstraction, même si ça peut avoir un rôle. Donc, le rôle que ça peut jouer, c'est si ça vient à s'embraser dans ces pays, si ça vient à contagier, pardon, je trouve plus mes mots, d'autres pays, et que ça amène une certaine crise, une certaine peur, etc. Là, en revanche, ça peut créer un climat de peur au niveau des investisseurs. Le climat de peur devrait plutôt être favorable au dollar, qui est une valeur refuge. Dollar, or, etc. Donc toutes ces valeurs refuges. Donc en l'occurrence, concernant la parité qui nous intéresse, le dollar devrait être impacté à la hausse, donc une baisse de l'euro. Mais a priori, pour le moment, ce n'est pas ce scénario qui se dessine. Donc techniquement, comment trader l'euro-dollar selon moi? Là, je serai haussier. Je suivrai le mouvement de correction qui est assez fort. Et fondamentalement, je suis également plutôt haussier sur l'euro, à moyen court terme. Comme j'ai dit, je pense qu'un pendant 7, c'est la zone d'équilibre, donc je ne serai pas non plus haussier jusqu'à 1,50, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse aller chercher par exemple les 1.40, 1.42. Techniquement, si on va franchir à la hausse et valider la zone des 61,8%, ça me semble être un point d'entrée assez pertinent. Donc si on veut placer alors si on a vraiment la possibilité d'être devant son écran pour avoir prendre position dès que la bougie clôturera au-dessus de la zone des 61,8%. Si on n'est pas devant son écran, alors je vais essayer de tracer ça de manière plus précise. Voilà. Si on n'est pas devant son écran, je pense que l'ordre en attente, donc le buy stop le plus intéressant serait de le placer juste au-dessus des 1.3759, par exemple à 1.3765. Ensuite, aller chercher le retracement des 100%, donc on a placé son objectif juste en dessous pour ne pas risquer de se prendre un rebond à quelques pieds de notre objectif. Donc là, les 100% seraient à 1.4280 environ, pourquoi le passer à 1.4260 ou 1.4250. Au niveau du stop loss, alors ici c'était l'ancienne résistance qui pourrait jouer un rôle de support. Donc pourquoi pas placer son stop loss soit au-dessus de la zone des 50% qui probablement a retenu et a contenu les tentatives de représentation du marché par les baissiers, ou au-dessus de la précédente zone de résistance qui avait été marquée lors du plus haut du 14 décembre 2010, qui se situe à 1.35.
on pourra placer son stop loss par exemple à 1.3490 ou si c'est en dessous de 50% précisément à 1.3560. 1.3565 ou 1.3560, ça me semble pertinent. Alors, pour les traders qui n'aiment pas trader les mouvements quand ils sont en cours ou ne pas prendre position durant la force du mouvement par peur de rentrer trop tard par exemple, ce qui peut se comprendre, on peut attendre une phase de rebond. Donc là, la phase de rebond, on peut attendre un retour, pourquoi pas prendre appui sur, le précédent support. Autrement, on avait une belle occasion de rentrer ce matin, lors de l'ouverture, on avait un prix appui sur les 50%. Donc se servir de toutes ces zones de support et pourquoi pas afficher des moyennes mobiles pour trouver des zones de rebond. La zone de rebond la plus importante sera selon moi, si on est vraiment très patient, mais ce sera assez délicat puisque ça va également dire dans un temps qu'on a des plus bas des plus hauts de plus en plus bas. Donc, mais c'est le support oblique haussier qui marque le bas du canal long terme. Donc avis haussier, je privilégie les positions acheteuses sur l'euro-dollar. Moi mon trade, celui que je placerais si je devais en placer qu'un, ce serait le buy stop au-dessus des 1.3750, donc à 1.3765, 1.3770, entre 1.3765 et 1.3770. Stop loss en dessous des 50%, donc en dessous des plus bas qui avaient été marqués aujourd'hui à 1.3555 et objectif à 1.4260, 1.4250. Voilà. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr. Voilà donc l'analyse moyen terme. Et donc on va voir plus précisément où on en est sur l'euro-dollar. Alors là, on va aller prendre ça. Voilà, ici en 1 heure, on se met en journalier. Donc les plus hauts dont je parlais lors de mon analyse ont été franchis tout à l'heure en séance. On voit qu'on était à 1.3757. Le buy stop aurait donc été déclenché. Pour le moment, on serait perdant. Moi, j'étais rentré un peu plus bas. Je suis rentré à 1.3705. J'étais assez confiant dans l'engouement haussier par rapport notamment aux nouvelles, etc. Par rapport à une poursuite du mouvement haussier sur l'euro face au dollar. On a bien monté, on a marqué un nouveau plus haut à 1.3773 pour la journée. Pour le moment, on est en petite phase de correction. Donc si on passe notamment en graphique horaire, on va s'en rendre compte. Peut-être en 15 minutes, voilà. Donc là, on a un affaiblissement du mouvement haussier, mais la dynamique de fond reste tout de même largement haussière. On a eu une grosse accélération baissière suite à la parution de la nouvelle relative à l'économie américaine. Là, on a tendance à se reprendre un peu, ce qui indique quand même un euro assez soutenu. Alors, si je dézoome en 15 minutes et qu'on essaye de faire le point sur la tendance court terme, le dernier mouvement qu'on a, c'est celui qui se dessine depuis les plus bas qui ont été marqués le 31, donc hier, durant la nuit du 30 au 31. C'était une phase de correction. Donc à court terme, depuis, on a marqué une grosse phase d'accélération haussière, phase de correction, nouvelle accélération haussière. Je pense qu'il reste du potentiel pour dans cette tendance et dans ce mouvement haussier. Et de plus, on vient de franchir à la hausse les précédents plus hauts qu'on peut représenter par une résistance horizontale ici à 1.3757. Donc voilà, après ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a franchi les précédents plus hauts que l'engouement sera forcément très fort. Déjà on a pas eu d'explosion, donc on peut pas parler d'un breakout et d'un très fort engouement haussier. Mais le fait est qu'on allait chercher de nouveaux plus hauts, donc c'est quand même symbole d'une force haussière et d'investisseurs acheteurs, donc d'investisseurs sur l'euro plutôt conquérants et plutôt désireux d'aller chercher de nouveaux plus hauts plutôt que d'un essoufflement. Alors ceci dit, il faut surveiller les divergences éventuelles. Pour ça, on va regarder le Relative Strike Index, donc le RSI. On va se mettre en 1 heure par exemple. Alors attention cependant, on voit en 1 heure ici, non ça va, enfin, on a une divergence de fond qui est plutôt baissière. C'est-à-dire que depuis le début de la tendance, on a quand même des plus hauts de plus en plus bas sur le RSI. Donc c'est quand même signe d'une tendance qui n'est pas forcément très saine. Cependant, sur les derniers plus hauts, on voit ici on avait un plus haut le 27, qui est également plus bas que le plus haut suivant, que ce soit sur les cours réels ou que sur le RSI. Donc on n'a pas de divergence à court terme. Donc pas forcément de signaux de retournement a priori à court terme. Donc sur ce, on laisse courir. Quoi qu'il arrive, au niveau de mes stop loss et de mes take profit, j'ai placé un stop loss à 1.3575, ce qui correspond environ à exactement à 130 pips par rapport à mon point d'entrée. Et j'ai un objectif qui est équivalent à mon stop loss, donc qui est à 130 pips, donc 130 pips plus haut, ce qui veut dire un objectif à 1.3835. Donc 130 pips d'objectif, 130 pips de stop loss. Vous pouvez suivre cette position comme toutes les autres positions sur le suivi du compte trader ensemble. Donc sur ce, pour le moment, on est gagnant de 30 € sur cette position. Ça amène l'équité à 1012 €. Donc on est gagnant désormais de 12 € par rapport aux 1000 € déposés sur ce compte. On est gagnant de environ 25-30 € si on déduit les frais de dépôt. Donc c'est
Un bilan positif pour le moment sur le compte, même si c'est sûr que ça progresse pas très vite. Je vous rappelle que ce compte il a été démarré il y a quand même un mois. Pour le moment c'est quand même pas un grand succès, mais au moins on n'a pas perdu d'argent. On en gagne légèrement donc c'est déjà très bien. Ensuite après on va changer de compte, il y aura un pips de moins sur chaque position. Si vous prenez toutes mes positions depuis le début du compte, bah, on va faire le calcul par nous-mêmes et qu'on enlève un pips, bah, déjà le résultat serait tout à fait différent. Donc sur ce, d'abord je vais faire le point sur ce qu'il dit sur le chat, et ensuite on fera ce calcul. Sachant que là on est exposé au maximum, c'est-à-dire que j'ai mis toutes les positions que je veux prendre, donc il n'y a plus grand chose à étudier, si ce n'est faire le point régulièrement. Donc notamment on est acheteur sur le dollar face au yen, ça s'est bien passé au début, on allait chercher le premier support. On n'a pas franchi, on a rebondi dessus, et pour le moment on est revenu au niveau de notre point d'entrée. Donc on perd 1,87€, c'est environ le prix du spread avec une position de 0,07 lot. Autre position en cours sur le dollar australien face au dollar américain. On est à 0, donc on est au point d'équilibre, on est à la vente, je vous rappelle, et on a voulu trader à la baisse suite à la divergence baissière observée. Ça s'est dans un premier temps très bien passé avec une belle accélération baissière. On est passé pas loin de notre take profit, mais on a rebondi sur la moyenne mobile exponentielle 100 qui est en bleu marine sur notre graphe. Donc bah sur ce, on n'a plus qu'à attendre. Désormais, tout est clairement placé. Donc sur nos deux positions, USD-JP ou AUD-USD, on est sur des stop-loss objectifs à 20 pips. Et euro-dollar, on est 130 pips, 130 pips. Donc une position plus moyen terme qui, je pense, on suivra sur quelques jours, sauf si on a une grosse accélération haussière. Alors, une chose que j'ai pas pu faire tout à l'heure, c'était faire le point sur les nouvelles à venir. Donc je vais rafraîchir Forex Factory pour aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. À 17h15, on aura un discours de Jean-Claude Trichet. Et sinon, pas grand chose dans la soirée de très important. Demain, on va voir ce qui se passera, ce qui sera publié. Donc, demain, on suivra tout de même à 22h45 de nouvelles relatives à l'économie néo-zélandaise. Et sinon, à 14h15, ce qui aura un impact, ce sera l'ADP, donc le taux d'emploi non agricole, qui sera publié demain à 14h15, qui devra amener une volatilité intéressante. Ensuite, à 16h30, on aura les inventaires des barils de brut. Donc oui, ce que je voulais faire, c'était faire le point sur, le capital qu'on aurait actuellement si on avait eu un spread à seulement 1 pips depuis le début et non 2 pips sur les majeurs. Donc ça va être même plus que ça, mais on va dire que en moyenne c'est 2 pips. Enfin, c'était plus que ça l'achat actif actuellement. Moi chez ForexPlay, j'aurais 1 pip sur toutes les majeures. Donc, ah non, sauf sur GBP-USD, pardon, où j'aurais 2 pips de spread. Donc le compte réel, voilà, il est ici. Alors je vous laisse le lien pour ceux qui veulent le suivre. Sinon vous l'avez juste à droite du chat de discussion sur Vidéo Bourse. Donc vous pouvez suivre toujours en direct l'ensemble des positions qui sont prises. Donc je vous laisse voilà, le lien. Donc actuellement voilà, on a 31 € de gain. On a une équité qui est à 1014 €. On est perdant de 1,76% au niveau des positions fermées. Mais donc on est gagnant avec l'équité. D'ailleurs, voilà comment ça évolue au niveau de la balance, puisqu'il y a eu beaucoup de dépôts qui ont été faits depuis le 5 janvier, voilà, précisément date d'ouverture du compte. Au niveau du profit, voilà, c'est pas excellent, ça stagne. Bon là on a une bonne série, donc on va pouvoir bien augmenter, et tant mieux, c'est ce qu'on cherche, mais dans l'ensemble c'est pas excellent. Par contre, le bon point, c'est qu'on a un drawdown qui est maîtrisé. On a un drawdown qui est de 5,72%. Bon alors certes c'est un drawdown qui est quand même de 5,72 alors qu'il n'y a quasiment pas de gain, mais les pertes sont maîtrisées, sont acceptées, etc. Alors en tout, depuis le 5, on a pris 138 trades. Donc 138 trades, on va voir la valeur moyenne. Profit factor 0,99, standard déviation. Alors sur ces 138 trades, on a 72 trades perdants et 68 trades gagnants. Donc on a quand même plus de trades perdants que de trades gagnants. Sachant qu'en général, on a un objectif et un stop loss au même niveau. Donc ça, il faut bosser là-dessus, hein, absolument. Best trade, average win, voilà, on voit un 20,74 pips en moyenne, donc 5,52 €, et la moyenne des pertes de 5,13 €. Donc là par contre c'est positif. Donc si on arrive ne serait-ce qu'à équilibrer le niveau des gains et de pertes, c'est-à-dire qu'on est à 50% de gains, on sera déjà gagnant. Donc ça c'est intéressant, d'autant qu'on a plus de pips pertes en moyenne, mais que les pertes en moyenne sont plus faibles que les gains. Ce qui veut dire qu'on adapte bien la taille de nos lots. Ça c'est un bon point. Au niveau money management, ça c'est plutôt encourageant. Donc il faut plutôt se concentrer sur la manière dont on fixe les points d'entrée que sur le money management. Worst trade, lot. Donc on a tradé en tout, voilà, c'est simple, on a tradé 4 lots 40, ça fait 440 000 € environ, parce que ça dépend de la devise étudiée, mais bon, on va dire 4,4 sur 100. Alors, pour faire le calcul, on va devoir prendre la calculette. Alors, calcul. Alors, ce que je suis en train de calculer, c'est donc 4,4 divisé par le nombre de trades, donc 138.
Donc ça fait qu'en moyenne, on a pris les positions de 0,03 lots. Donc on va dire que ça fait 1 pips, donc on va dire qu'un pips vaut 1 euro, on va être approximatif, hein. On va dire voilà, 1 pips vaut 1 euro, donc ça fait 1 divisé par 0,03, ça devrait faire voilà, 33 centimes en moyenne, et donc fois 138, qui nous donne 4600 centimes. Et donc en euros, ça nous ferait 46 euros. Donc si on avait eu le spread de chez ForexPlace depuis le début, actuellement, on aurait 46 euros de plus sur le compte. Ça paraît rien, mais c'est énorme. Parce qu'il s'agit tout de même d'un compte à 1000 euros. 46 euros sur 1000 euros, ça fait 4,6%. Donc là, ça va être quand même une grosse différence. Je sais pas comment je vais gérer ça. Est-ce que je prends des positions de plus court terme pour rester dans le même ordre, dans le même ratio, c'est-à-dire me prendre des positions de 10 pips stop loss, 10 pips take profit, et là le spread représentera toujours la même partie, puisque 1 pips pour 10 pips ou 2 pips pour 20 pips c'est la même chose, ou alors si je continue avec 20 pips, et à ce moment-là le spread sera plus faible. Les deux peuvent être intéressants, mais théoriquement on va avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Donc c'est pour ça que je veux absolument clôturer ce compte pour ouvrir mon nouveau compte chez ForexPlace. Donc sur ce, on va reprendre les analyses. Alors il y a Magix qui réagissait, je vais faire un petit point sur le chat, voir. Des fois, il ne s'actualise pas, non, pas de mise à jour. Donc, n'hésitez pas à réagir, à donner vos idées de trade, de paires, de produits à étudier, etc. sur le chat. Alors, Magix nous disait, oui, j'ai pris long sur le dollar face au yen. Ok, donc Magix a suivi ce trade. J'ai pris mon gain, 30 pips, bah, excellent Magix. Et donc ensuite, tu es rentré en sens inverse. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, Magix, sur les raisons de cette prise de position? Déjà, à quel moment tu as pris position exactement? Alors, le dollar face au yen, on va le prendre, il est ici. Là, on a eu des phases de correction, puis de reprise. Théoriquement, enfin, en tout cas, apparemment, voilà, tu as bien cerné les phases de rebond, etc., puisque tu avais pris position à la vente au moment où la correction commençait à débuter. Donc, on a eu quand même une belle variation, passant de 81,90 à 80,74. Là, on a des acheteurs qui semblent vouloir revenir sur le marché. Donc tu avais pris position juste avant la news, toi. Bah, si tu peux nous en dire plus sur ces positions sur le dollar face au yen, ça peut être intéressant. Alors nous, au niveau de nos positions, on a deux positions perdantes. Notre vente sur le dollar face au dollar australien face au dollar américain, qui semble vouloir poursuivre son petit chemin qui semble ne pas avoir dit son dernier mot, malgré la divergence baissière qu'on avait observée. Les acheteurs sont toujours là et le font savoir. Alors certes, on n'a pas encore franchi les précédents plus hauts, mais si on doit les franchir à la hausse, là je pense que ça sera très périlleux pour notre position. On aura de grandes chances d'aller chercher notre stop loss. Dollar face au yen, on est acheteur, on a eu un rebond, cependant je reste confiant, on est dans le sens du mouvement initial, et le mouvement initial avait l'air assez fort. De plus, on a cassé à la hausse la trendline baissière de fond, on est dans une phase de retracement, et il reste un gros potentiel. Donc si je prends les plus hauts et que je reviens, voilà. Là par contre, attention, alors voilà, ça j'avais pas tracé, et c'est très important. On a ici une zone de résistance oblique baissière, sur laquelle on est revenu rebondir très précisément. Donc désormais tout va se jouer, soit on accélère et on casse à la hausse cette deuxième trendline qui est tracée ici en bleu, alors je vais supprimer l'autre du coup, qui est tracée en bleu marine sur mon graphe, soit on rebondit dessus et à ce moment-là on ira chercher notre stop loss. Donc on suivra ça attentivement, mais ça vous voyez c'est quelque chose, c'est une analyse précipitée que j'ai faite, j'avais pas pris en compte tous les éléments. On va voir, c'est pas pour ça que c'est mauvais, quoi qu'elle on sait quel risque on prend, etc. Mais le fait est que j'avais pas vu cet élément qui est très important et on voit que les cours ont très bien réagi au contact de cette résistance, donc ça crédibilise cette dernière, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui l'observent et qu'il y a il y a une vraie zone d'action à ce niveau. 31,79€ de gain en cours, 1013€ d'équité, un gain de 38€ sur l'euro-dollar qui se porte vraiment pas mal et on est en passe d'aller chercher de nouveaux plus hauts. On voit ici en 1 heure, on a retracé entièrement la dynamique baissière qu'on a observée dans un premier temps sur l'euro-dollar suite à la publication de l'indice ISM il y a 24 minutes maintenant. Pas grand chose de plus, on va aller faire un tour du côté des autres indices, etc. Alors on va regarder l'or. Alors l'or, comment évolue l'or? Alors pour ceux qui avaient suivi ma dernière analyse sur l'or, c'est tout de même assez intéressant. On va se regarder la dernière analyse et on va voir où on en est depuis cette dernière. Donc on regarde ça tout de suite. Alors, 2 petites secondes. Je vais aller là, hop. Alors, la dernière analyse sur l'or, c'était... Alors, sur l'or... Non, c'était plutôt que ça. Analyse moyen terme sur l'euro-yen, heure AUD... Ok, sur l'or, voilà. Elle avait été publiée le 11 janvier.
donc il y a 20 jours environ. On écoute ça tout de suite, et ensuite on fait le point sur où on en est sur l'or. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire, pas de paire, justement je suis habitué d'étudier des paires de devises sur l'or aujourd'hui, donc c'est assez rare mais pourquoi pas, c'est assez intéressant. Donc si on regarde en graphique hebdomadaire, on se rend compte qu'on est sur des plus hauts historiques, là mon graphique remonte jusqu'aux années 92, je ne sais pas si par le passé on a déjà été plus haut en valeur représentative sur l'or, il me semble que si. Ou alors qu'on était juste en dessous. Je me rappelle plus exactement, dans un reportage j'avais entendu un commentaire qui disait que dans les années 80 on avait eu un pic haussier sur l'or et par rapport au coût de la vie, etc., on pouvait considérer que l'or était plus cher qu'aujourd'hui. Je ne sais plus exactement, donc ça il faudrait se renseigner. Bref, ça ne va pas être l'objet de notre sujet, on est sur une analyse technique. Donc on constate qu'on a une évolution vertigineuse, hein, si on regarde à un an d'écart par exemple, en janvier, à 10 ans d'écart. En janvier 2011, on avait l'or qui était environ à 270 dollars l'once. Actuellement, on est sur des plus hauts qui ont été marqués récemment à 1432 dollars l'once. Donc ça se passe de commentaires. Je pense que ça traduit clairement un manque de confiance des intervenants sur les diverses places financières et sur les divers types d'investissements qu'on peut réaliser, hein, que ce soit le marché action, les marchés monétaires, les obligations, je sais pas, enfin bref, ça indique que les investisseurs ont plus confiance dans une matière première qui a servi de monnaie d'échange depuis belle lurette, on l'appelle la relique barbare, c'est pas pour rien, que dans des marchés qui dépendent de telle ou telle institution, de tel ou tel gouvernement, etc. Donc déjà, ça reflète une crise de confiance des investisseurs. Alors, on dit acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Actuellement, on aurait plutôt le clairon là, qui sonnerait parce que on est vraiment très haut. Je crois que il y a un moment où on va corriger, je crois. Je pense pas qu'on puisse monter jusqu'au ciel. Les arbres ne montent pas au ciel, comme on dit sur les marchés. La dernière phase de correction, on l'a eu avant la crise des subprimes, début 2008. Et bien sûr, l'or a ensuite explosé avec la crise des subprimes qui a traduit un gros manque de confiance des investisseurs sur les marchés financiers qui se sont tournés vers l'or, qui en est les plus hauts historiques marqués récemment. Donc depuis cette crise des subprimes, on peut dire qu'on a évolué quasiment sans embûche, quelques petites phases de correction, mais rien de concret, à moyen terme en tout cas. Donc on peut dire qu'on a une évolution quasi linéaire depuis cette période. Actuellement, on a des phases d'hésitation, mais on en a déjà eu également par le passé, donc je ne pourrais pas dire si c'est sur cette phase d'hésitation que va avoir lieu le rebond. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, on est vraiment très haut et qu'il y a une phase de correction qui va bien se mettre en place à un moment donné. C'est mon avis, je peux me tromper. Alors, actuellement, pourquoi c'est intéressant? Je vais passer en graphe journalier. Pourquoi je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à regarder? Alors, moi déjà, je vais vous indiquer que je serais plutôt vendeur sur l'or parce que pour moi, on a accéléré à la hausse et que sur les 2 petites secondes. Bien. Ok. Donc, depuis ce début d'année 2011, on a quand même des bons chiffres, des entreprises qui font du bénéfice, les marchés actions qui semblent repartir. Il semble que les investisseurs commencent à sortir petit à petit de cette phase de crise et reprendre confiance dans l'économie, ce qui est plutôt opportun pour une phase de correction sur l'or. Ajoutez à ça une accélération haussière assez incroyable ces derniers temps. Forcément, quand on a des accélérations haussières, on a l'effet boule de neige, donc il y a des excès et les excès sont corrigés. De plus, techniquement, on voit qu'on a une espèce d'épaule tête-épaule qui se met en place en journalier. Elle n'est pas vraiment, c'est pas une tête-épaule, c'est pas un cas d'école, on va dire. Ça reste du théorique. Maintenant, ok, je me perds. Donc, la théorie, c'est parfait, c'est une épaule tête-épaule parfaite. En pratique, on a rarement ça. Donc, il faut savoir se contenter de ce qu'on a et accepter la réalité du marché. Là, la réalité du marché, c'est un premier pic haussier qui est plus bas que le second, qui est plus haut que le dernier. Et on a deux épaules qui sont quasiment sur la même ligne. Donc, certes, la tête n'est pas assez haute par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça traduit quand même cette idée d'un affaiblissement de la part des acheteurs et des acheteurs qui butent sur un seuil de résistance et qui ne parviennent pas à le franchir. La ligne de coupe que l'on peut tracer, elle n'est pas du tout horizontale, elle est donc oblique, mais je pense que ça peut être une configuration intéressante à étudier et le franchissement à la baisse de cette trendline peut être intéressant pour prendre position à mon sens. Récemment d'ailleurs, je me suis trompé, enfin je ne me suis pas trompé, j'ai pris cette position sur le franchissement des plus bas qui avait été marqué lors de la journée du 7 janvier dernier. J'avais pris position sur le franchissement des 1361 dollars. Malheureusement, c'était un faux signal. On voit ici, on a une grande onde baissière avant de clôturer au-dessus de cette trendline, donc qui est toujours valable et qui fait office de zone de support oblique. Actuellement, on n'a pas grand-chose à signaler. On est toujours au-dessus de cette zone de support et on a des acheteurs qui redonnent de la voix légèrement aujourd'hui, enfin, qui redonnent de la voix aujourd'hui.
Mais dans l'ensemble, depuis la fin de l'année 2010, on a plutôt des vendeurs qui corrigent très rapidement les quelques élans haussiers qu'on peut avoir. Donc on voit qu'en quelques séances, à chaque fois, des mouvements haussiers qui ont mis plusieurs semaines à se mettre en place sont corrigés. Donc ça indique quand même que les vendeurs sont là et qu'ils ont de la force. D'autant que ça apparaît en haut d'une longue tendance haussière. Moi, c'est ce qui me fait vraiment douter de la poursuite du mouvement haussier sur l'or. Comment trader cette configuration? Alors, pour ceux qui ont encore confiance dans le scénario haussier, je pense que le prochain point d'entrée pertinent et raisonnable serait en cas de franchissement des précédents plus hauts qui se situe à 1431,39 $ l'once. À ce moment-là, on pourrait parier sur un breakout et une poursuite du mouvement avec un ratio gain-perte supérieur à 1, ça me semble plutôt cohérent, d'autant qu'on est toujours en tendance haussière, donc on est dans le sens de la foule. Après, on sera quand même, si ça met du temps à arriver, on sera plus dans la partie haute du canal mais dans le milieu, donc ça restera un certain potentiel avant de rejoindre la résistance. Moi, ce n'est pas du tout le scénario que je vais privilégier, même si ce scénario apparaît, comme j'ai dit pour les raisons précédentes, je ne prendrai pas la position. Ce que j'aimerais trader à moyen court terme, ce serait pourquoi pas le franchissement à la baisse du bas de notre triangle ascendant. Pourquoi triangle ascendant? Parce qu'on a des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts qui stagnent à peu près sur la même ligne. Donc j'aimerais prendre position pour parler sur un ralliement rapide de la moyenne mobile exponentielle 100, couper une partie de ma position à ce niveau et ensuite parier sur un ralliement du support oblique haussier. Alors, certes, c'est un mouvement à contre-tendance, donc je marche contre le sens de la foule, ça met des difficultés. Maintenant, c'est un scénario qui me semble assez possible et raisonnable, donc j'essaierai de le trader en mettant des stop-loss et take profit de manière judicieuse pour justifier une prise de risque avec une prise de position contre-tendance. Pourquoi j'ai choisi d'afficher la moyenne mobile exponentielle 100 en noir sur mon graphique? Parce que je pense qu'elle fait office de zone de support assez intéressante. D'ailleurs, j'ai pas essayé avec la moyenne mobile simple, elle correspond peut-être encore mieux. On va regarder ça tout de suite. Pas vraiment, non. Donc peu importe, la moyenne mobile exponentielle ou simple 100 fait office de zone de support. C'est pas une zone de support parfait, mais on voit que les cours ne vont jamais bien en dessous de cette dernière et rebondissent toujours à son alentour. Donc c'est une belle zone de support. Et je pense que sa capture nette sera à prendre en compte. Alors, cependant, c'est une zone à considérer, donc pas une ligne précise, comme j'ai l'habitude de le dire. Moi, je ne prends pas en compte les indicateurs vraiment de manière très précise, je les prends en compte comme des zones, parce que comme on voit, il y a beaucoup de fois on est venu en dessous de cette dernière avant de rebondir. Donc il faudra attendre de vraiment la casser, et même si on la casse largement, ce ne sera pas un signal suffisant, parce que par exemple, voilà, si je zoome ici sur la journée du 4 février 2010, on a vu une grosse accélération baissière, on a clôturé bien en dessous de la moyenne mobile 100, on aurait pu s'attendre à une poursuite du mouvement baissier, et bien non. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que personnellement, si je prends ma position, je clôturerai la moitié de ma position au contact de la moyenne mobile 100 et je déplacerai mon stop loss au break-even pour ensuite parier sur un ralliement du support oblique haussier. Ensuite, si on rallie le support oblique haussier, là on pourra considérer que la moyenne mobile exponentielle 100 a été franchie définitivement et que ça a été validé. Là, ça fait quand même un bel écart. Donc à ce moment-là, les plus prudents pourront attendre un franchissement à la baisse du support oblique haussier pour prendre position à la vente par exemple. Là on aurait vraiment un changement de tendance, donc un passage de tendance haussière à tendance neutre, voire phase de correction. Et on pourrait ensuite parier sur le ralliement des retracements de Fibonacci, donc 23%, 38,2 ou 50%, ce qui laisse une grosse marge bien sûr, vu l'accélération haussière de ces dernières années. Voilà, donc pour ma part, je suis d'avis fondamental plutôt baissier sur l'or pour les prochains mois. J'ai indiqué des seuils techniques précis à surveiller selon moi. Je pense avoir fait mon boulot, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr. Ok, donc ça c'était le point de vue donc, du 11 janvier dernier, une analyse assez longue avec pas mal de précisions. Si on reprend l'or aujourd'hui, voilà où on en est. Donc c'est une analyse qui me semble plutôt judicieuse puisque j'avais parlé donc, de cette ligne de coup oblique de notre épaule tête-épaule qui était un peu particulière. Et on voit que depuis on a eu une belle accélération baissière avec le jour du franchissement. Donc si on avait pris par exemple position le 7, donc alors voilà précisément on aurait eu ici notre ligne de coup. Donc si on prenait position lors de la grosse journée baissière du 20 janvier dernier, qui a été le point décisif, on a eu une accélération, on est passé de 1357 $ le once d'or à 1307, donc une variation de 50 $ du once d'or, donc c'est assez intéressant. On a quasiment donc on a rallié la moyenne mobile exponentielle 100 dont je parlais lors de mon analyse, et on a presque, on n'y a pas été, hein, il aurait fallu qu'on descende jusqu'à 1295, mais on s'est approché du support oblique haussier qui est toujours en ligne de mire, donc était le second objectif.
Donc une analyse plutôt pertinente et qui a porté ses fruits. Alors actuellement, où on est sur l'or et comment analyser l'or? Actuellement, on est dans une dynamique de fond qui est baissière. La correction qui devait être liée à l'épaule tête épaule, elle est en partie, consommée. Il peut rester du potentiel. Alors après, théoriquement, je crois qu'il faut prendre 2 fois la différence entre le plus bas et le plus haut de la première épaule. Moi, je suis pas spécialement partisan de ce type d'objectif. Ça m'a pas forcément bien réussi depuis mes débuts dans le trading. Mais simplement, je pense que le mouvement baissier est en phase et que désormais, il faut mieux prendre des positions sur les phases de rebond que de prendre position quand on est vraiment dans le mouvement, au risque de rentrer à contre-tendance. Ne pas oublier tout de même que quoi qu'il arrive, on rentre en contre-tendance, ça veut dire contre le mouvement. Ne pas oublier tout de même que la tendance de fond reste largement haussière et qu'on est toujours au-dessus de la trendline haussière. Comme j'ai dit lors de mon analyse, si on franchit à la baisse ce support oblique haussier, là on aura un signal très fort et un potentiel très intéressant. Ça n'est pas le cas désormais, mais pour les traders qui sont assez convaincus de la poursuite du mouvement baissier, pourquoi pas rentrer sur des phases de repli comme le retest de la moyenne mobile exponentielle 100 comme on l'a eu ces derniers jours, qui donnait des points d'entrée très intéressants et très pertinents. On voit que cette zone est quand même assez importante avec lors des 4 dernières journées des retests qui ont toujours conduit ensuite à des rebonds et à une reprise en main du marché par les baissiers. Autre point à surveiller. Voilà. 2 petites secondes. Autre point à surveiller par rapport à l'or, c'est bien sûr la situation en Égypte et dans les pays en difficulté et sujet à d'éventuelles révoltes ou révolutions, comme on le voit en ce moment. Pourquoi? Parce que ça peut amener de la tension et on peut appeler ça de la panique sur les places et les marchés financiers. Ça peut inquiéter les investisseurs et donc ça peut jouer en faveur de l'or. Hein. Toute situation délicate, toute situation qui peut inquiéter directement l'économie mondiale ou la stabilité d'une certaine zone du monde. Notamment là ça peut être lié au pétrole avec des pays comme l'Égypte, c'est assez proche d'autres pays qui sont gros producteurs de pétrole. On peut avoir des grosses variations. Donc surveiller ces informations d'assez près, ça je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour le faire, on l'a toute la journée à la télé. Là par exemple je vois sur BFM TV, on l'a en 24h sur 24. Et donc ce qui est bien, c'est à la fois un avantage et un inconvénient avec ces événements, c'est que au moins pour une fois, les petits porteurs sont quasiment au même niveau que les gros porteurs au niveau des informations. C'est des informations décisives qui peuvent avoir un gros impact sur les marchés, mais les petits porteurs, les gros porteurs n'ont pas plus d'informations que les petits porteurs puisque tout se passe dans la rue, il y a des tas de caméras qui couvrent, etc. Et je pense que personne ne peut objectivement prévoir ce qui va se passer, les débordements, etc. Donc à ce niveau-là, ce qui est bien, c'est que s'il y a des grosses variations, s'il y a des moments de panique, etc., il ne devrait pas y avoir d'anticipation ou de choses bizarres qui sont faites. Ce sera des événements qui se produiront et qui amèneront des mouvements de marché assez sains. C'est ce que je veux dire, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, il faudra que je formule ça de manière un peu plus précise. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ce type d'événement n'est pas prévisible et ne peut pas, en tout cas, amène beaucoup plus difficilement des délits de type délit d'initié que sur d'autres chiffres, qui peuvent être des chiffres économiques, des indices économiques, des parutions relatives à des banques, des faillites de banques, etc. Là, c'est vraiment des mouvements populaires qui sont quand même plus direct et qui amène plus de, on va dire, moins de hiérarchie au niveau de la diffusion de l'information. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ces informations et ces événements impactent directement le pétrole. Le pétrole, on va s'y intéresser ensuite. Donc on va l'avoir ici, on va voir comment il évolue. Alors moi, vu ce qui se passe en ce moment, le pétrole, je privilégierais vraiment les positions à la hausse. Parce que c'est des grosses inquiétudes qu'on a sur les pays proches, dont des pays pétroliers, mais également des pays proches et directement liés à des produits, à des pays qui sont des gros producteurs de pétrole. Donc on peut avoir des inquiétudes, et c'est tout à fait cohérent de penser qu'on va avoir des inquiétudes relatives à la production de pétrole, ce qui peut faire grimper le baril de brut. Hein, on sait qu'à chaque fois qu'on a des crises ou des tensions, ça amène une hausse du cours du brut. Donc moi, je ne prendrai pas de position à la vente à moyen terme dans ces conditions. D'ailleurs, on le voit, ces 2 derniers jours ont amené des grosses hausses suite au soulèvement en Égypte. Hein, je pense que c'est directement lié. Alors pour le moment, on reste sous les précédents plus hauts qui avaient été marqués lors de la journée du 19 janvier dernier, qui était marqué à 92,96$ le baril de brut. Si on franchit la hausse ces niveaux, moi je serais plutôt acheteur. Donc je serais pour placer un buy stop au-dessus des 92,99. Alors on va regarder ensuite techniquement ce que ça donne. Avant ça, je fais un petit point sur nos positions en cours. Alors, on a une position qui vient d'être fermée. C'était la vente sur le dollar australien face au dollar américain.
eh bien on a franchi les précédents plus hauts, donc désormais on est dans une optique clairement haussière. Alors si je dézoome, on est au-dessus de la R2, on est en plein mouvement haussier. Alors je vais dézoomer encore un petit peu en 5 minutes. Le mouvement haussier est très fort. Je sais pas exactement quoi faire. Il est 16h40. On va regarder ce que donnent nos oscillateurs. On a tout de même une divergence baissière, mais bon. J'hésite. Honnêtement, je serais plus partant pour une prise de position à la vente. Ce qui me dérange, c'est que c'est vraiment contre le mouvement de fond. Bon, bah, je vais le faire. Alors, je dois la prendre à 0,07 lot. Donc voilà, c'est pris. C'est contre le mouvement de fond. Donc, on va dire que je m'entête un peu. C'est-à-dire que j'ai pris une première position à la vente. J'ai touché mon stop loss. Plutôt que d'accepter et d'attendre un signal meilleur, je m'entête et je prends une nouvelle position à la vente. L'avantage, c'est que je me protège de manière précise avec un stop loss, un objectif à 20 pips. Donc je sais qu'au maximum, je risque 20 pips, 20 pips de perte et j'ai un objectif de 20 pips. Mais le fait est qu'au niveau de mes prises de position, je m'entête dans les prises de position à la vente alors que la dynamique de fond est clairement haussière. Donc ça, c'est une erreur de ma part. On peut appeler ça une faiblesse psychologique. Maintenant, c'est pas pour ça que ça va jouer contre moi. On verra ce qu'il en est. Là, pour le moment, le mouvement haussier continue. Donc plutôt poursuite de la dynamique haussière pour le moment. On va voir comment ça évolue par la suite. Alors, ça joue par contre vraiment pour nous sur notre position sur l'euro face au dollar, avec une poursuite du mouvement haussier et le franchissement à la hausse des précédents plus hauts comme on le voyait tout à l'heure. En direct, on a 50 euros de gain en cours sur l'euro-dollar. Alors sur le dollar face au yen, on était acheteur. On a une grosse phase de correction qui se dessine, donc un dollar qui continue à souffrir, hein, qui s'est simplement repris lors de l'annonce lors de l'annonce de l'indicateur ISM et qui pour le moment repart à la baisse. Donc dans l'ensemble de nos positions, bah, on est pas mal, on est à 1007 euros d'équité parce qu'on est patient sur l'euro-dollar et parce que c'est une position moyen terme qui se passe bien et que l'engouement haussier est présent. Par contre, au niveau de nos positions court terme, bah, c'est assez délicat aujourd'hui avec un enchaînement de pas mal de pertes. D'ailleurs, on voit notre équité est à 1005, tant mieux. Notre balance, elle n'est qu'à 971 euros. Alors, rien de catastrophique, ça ne fait que 29 euros par rapport à notre capital de départ. Ça fait une variation de 2,9%, donc un drawdown de 2,9% par rapport à notre capital réellement déposé. J'entends par là que les positions qu'on devrait prendre réellement en tenant compte de notre plan de training, etc., c'est que les deux dernières. Hein. L'euro-dollar, on ne doit pas la prendre normalement. Donc, dans l'ensemble, c'est pas un bilan positif pour le moment pour la journée. Cependant, il y a cette position sur l'euro-dollar qui se passe bien, donc on va voir comment ça évolue par la suite. Alors, on a quelques messages qui ont été publiés par Magix, alors on va voir ça. Magix nous dit: je t'envoie le lien de la stratégie dont je me sers. Attends une minute, je finis ma communication téléphonique et je suis à toi. Le voici, donc merci beaucoup Magix, on regarde ce lien. Voilà. Donc ça vient du site Urban Forex, alors je ne connaissais pas ce site, c'est un site en anglais, ok, donc c'est normal, il y a beaucoup de sites. Alors, on va essayer d'en voir plus. Alors, en bas, on voit qu'on a une stochastique qui semble être modifiée, mais dont le principe reste à peu près le même. Une stochastique peut-être un peu plus lente que ce qu'on a l'habitude de voir, et qui donne donc des points d'entrée combinés à des bandes de Bollinger. Donc, c'est une stratégie qui vise à nous expliquer comment faire 10 pips par jour sur le Forex. Alors, 10 pips, ça peut être largement suffisant, hein. Il faut pas être trop gourmand, il faut savoir adapter son money management. C'est vrai qu'avec le temps, de toute façon, en général, au début, on est un peu tout fou par rapport au trading. On voit ça un peu comme un jeu, etc. Et plus on avance, plus on prend de recul et plus on devient calme. Parce qu'il s'agit d'un boulot, il s'agit d'investissement. Donc il n'y a pas de raison d'être paniqué, etc. Et il faut simplement, en tout cas, moi, je vise pas. Ça me fait plaisir de trader, mais j'ai plus la ligne comme j'avais au début. Et je vois vraiment ça comme un investissement, comme un billet pour gagner ma vie, non plus comme un jeu ou quelque chose que je dois absolument faire avec passion. J'entends par là, c'est mieux quand on fait son métier avec passion, mais à partir du moment où il nous rapporte de l'argent, ben on peut continuer à le faire. Donc sur ce, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être trop gourmand, et 10 pips par jour avec un bon money management, c'est largement suffisant. Si on est capable de le faire tous les jours, bien sûr. Donc sur ce, on regarde la vidéo relative à cette stratégie. C'est en anglais, donc tout le monde ne comprendra pas. J'essaierai de vous expliquer ensuite rapidement. Et si Magic, tu as des choses à ajouter, n'hésite pas. On regarde cette vidéo tout de suite. Hey everyone, thanks for tuning in to urbanforex.com. This is Naveen, and I'm gonna give you a video tutorial on the 10 pips per day scalping strategy that you see on my website. Okay, so let me pull up my charts here.
Sorry, there we go. Okay, so basically what we have here is we have our stochastics at the settings of 5, 3, and 3. Let me just pull it up here for you so you can see it. The K period is 5, the slowing is 3, the D period is 3, and the MA method is simple. Okay, and we have our Bollinger Bands, as you can see here, which is the period is 20 and the deviation is 2, and then it's applied to close. Okay, now how this works is we're looking for price action. We see how as price moves in a certain direction, if you see a close outside of our Bollinger Bands, for example, this is a long trade. It's a green candle closing outside. The moment this happens, we want to look down and see if we're in the overbought or oversold area. And truly, since we're going up, we were in the oversold. So there's 3 points we'll look at. We want a close outside of the Bollinger Band, which was good. The next thing we want to look for is the overbought, oversold, which is that. And the third thing is once we close outside of it, we want to look for the opposite color candle, which is we were long here, it was green, and we're looking for our first red candle. So, which happened right there. Let me draw it for you here. Right there. Once that happened, the very next candle we would enter short, giving us 11, 12 pips on this particular candle. We're on the 15-minute time frame on Euro USD. I prefer Euro USD because of the spreads and everything, and it's not that volatile. Okay, now let's move on forward. We had another trade here, green to close outside, but we never got a red candle near the outside here. We were in the overbought area, but nothing there, so let's move on. We have another trade here. Right there, they close outside. We're in the oversold area, overbought area, sorry, and we're looking for a red candle. It comes out here. The very next candle we would go short. The trades pretty much go against us 6 pips, and it goes into our favor maximum of 27 pips. So let's move on to see more trades. As we're going down, here's our next trade that I see right here. This is a long trade. Okay, the market, it closed outside of the Bollinger Bands. We're in the oversold area, and we get a green candle. Once we get the green candle, it's our indication to go long at the very next candle, which is right there. It went against us 7 pips, went maximum in our favor for 11 pips. So doing this, if you take a couple pips here and there from each trade, you can definitely aim for your 10 pips a day strategy using this method. Okay, again, thanks for tuning in, and you can, if you have any questions on this, you can follow our strategy forums, and there is a 10 pips per day scalping strategy forum on there. If you want to have any questions, you can post it there and I'll respond. Okay, thanks for tuning in. Bye bye. Ouais, donc c'est vraiment très très simple, hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous montrer rapidement. Mais bon, ça me paraît vraiment trop simple, hein. Pour moi. C'est un peu... je pense pas que ça marche à long terme. C'est ça que je veux dire, il faudrait backtester, mais si je suffisait de faire ça, bah, on fait un petit robot, ça prend quelques secondes. D'ailleurs, on peut le faire, tiens, à l'heure de l'émission, on a du temps. On va aller voir, on va aller tester ça exactement. Donc, alors, par contre, il faut juste que je regarde, j'ai pas vu en quelle unité de temps il se place, le mec. Le mec, il se place... Alors, pardon, elle est où ma vidéo? Ok. Alors, je vais juste regarder le début. Hey everyone, thanks for tuning in. J'ai coupé le son, j'ai juste envie de voir sur quelle unité de temps il se base. Et sinon, c'est vraiment simplissime, hein. Je vais vous montrer. Et il est en M5 apparemment. Alors, je vais passer... Il est en quoi? Il est... Apparemment, il est en M5. Ouais, il n'y a pas moyen de zoomer plus que ça. Alors là, on a le stochastique, ok, 5-3-3. Donc c'est le stochastique simple, hein. Ok, donc apparemment, il est en 5 minutes. Donc on va aller tester ça. Ok, donc comment ça marche? Alors c'est assez simple, je prends mon graphe. Ok, donc si je suis sur le baril de brut, alors du coup on va mettre entre parenthèses la ligne sur le baril de brut, on la reprendra après, on va se mettre sur l'euro-dollar, ici on est en 5 minutes, parfait. On va mettre un template très simple, voilà, et on va appliquer les deux indicateurs, donc à savoir le stochastique, donc oscillateur stochastique. Ok, donc ici on a le stochastique 533,
comme cette personne sur la vidéo. Et on va également appliquer et on va mettre nos bandes de Bollinger. Voilà. Pardon, hein, je suis malade. Donc les bandes de Bollinger, et donc lui ce qu'il nous dit c'est quand on passe au-dessus de la bande haute ou en dessous de la bande basse, donc on va prendre deux exemples différents, donc on va prendre quand on passe au-dessus de la bande haute, et qu'on est dans un même temps suracheté au niveau du stochastique, donc moi pour mes zones de surachat j'ai pris 80, donc c'est le cas ici par exemple, dès qu'on a une bougie qui clôture en dessous de la bande haute de Bollinger, on prend une position à la vente. Alors par contre derrière il nous dit pas combien on va chercher le pif, c'est ce qu'on va chercher chez... Enfin si il nous le dit mais j'ai pas bien écouté, donc je vais écouter encore une petite fois, pardon. And the MA method is simple. Okay? And we have our Bollinger Bands, as you can see here, which is the period is 20 and the deviation is 2, and then it's applied to close. Okay, now how this works is we're looking for price action. We see how as price moves in a certain direction, if you see a close outside of our Bollinger Bands, for example, this is a long trade. It's a green candle closing outside. The moment this happens, we want to look down and see if we're in the overbought or oversold area. And truly, since we're going up, we were in the oversold. So there's 3 points we'll look at. We want a close outside of the Bollinger Band, which was good. The next thing we want to look for is the overbought, oversold, which is that. And the third thing is once we close outside of it, we want to look for the opposite color candle, which is we were long here, it was green, and we're looking for our first red candle. So, which happened right there. Let me draw it for you here. Right there. Once that happened, the very next candle we would enter short, giving us 11, 12 pips on this particular candle. We're on the 15-minute time frame on Euro USD. I prefer Euro USD because of the spreads and everything, and it's not that volatile. Okay, now let's move on forward. We had another trade here, green to close outside, but we never got a red candle near the outside here. We were in the overbought area, but nothing there, so let's move on. We have another trade here. Right there, they close outside. We're in the oversold area, overbought area, sorry, and we're looking for a red candle. It comes out here. The very next candle we would go short. The trades pretty much go against us 6 pips, and it goes into our favor maximum of 27 pips. So let's move on to see more trades. As we're going down, here's our next trade that I see right here. This is a long trade. Okay, the market it closed outside of the Bollinger Bands. We're in the oversold area, and we get a green candle. Once we get the green candle, it's our indication to go long at the very next candle, which is right there. It went against us 7 pips, went maximum in our favor for 11 pips. So doing this, if you take a couple pips here and there from each trade, you could definitely aim for your 10 pips a day strategy using this method. Ok, alors du coup j'ai bien tout compris là, donc il nous parle pas du tout du point de sortie, ça c'est dommage parce que c'est super important. Donc il nous dit pas quel objectif il va aller chercher, on va devoir le faire par nous-mêmes. Et simplement j'ai une petite interrogation, la dernière chose c'est par rapport à sa stochastique, donc je vais regarder ça encore dans les propriétés. Ok, 5, 3. The K period is 5, the slowing is 3, the D period is 3, and the MA method is simple. Ok, donc c'est vraiment la formule simple. Par contre, tu l'utilises pas en 15 minutes, en 5 minutes, mais en 15 minutes. Donc en gros, pour un exemple haussier, voilà. Donc les 3 conditions à remplir, c'est qu'on clôture au-dessus de la bande haute, ce qu'on a ici, qu'on soit suracheté, par contre on ne l'a pas ici. Donc ce mouvement n'est pas bon. Et il faut qu'on ait une bougie rouge qui suive et qui nous fasse repasser en dessous de la bande haute. Inversement pour la bande basse. Donc le prochain signal qu'on a, il est ici. Alors là, on a clôturé au-dessus de la bande haute, on est suracheté, et on a une bougie rouge qui en suit. Donc là, on peut ouvrir la position à la vente, aller chercher quelques pips. Par contre, il ne me dit pas quel point sortie aller chercher. Donc, est-ce qu'on va chercher la médiane, donc la moyenne mobile entre les deux, la moyenne mobile 20, on ne sait pas trop. Alors ici, lors de cette bougie, on n'est pas survendu, donc c'est pas bon. Alors ici, c'est bien, on est suracheté. Alors, il faudrait que je sache si c'est uniquement quand on a une bougie et que ça en suit une autre, mais là apparemment on aura un bon signal aussi.
Donc c'est pas top, mais on va quand même chercher quelques pips de correction. Là, on a un signal, ouais, qui s'ensuit une bougie rouge, donc prise de position à la vente, c'est pas top encore une fois. Là, nouveau signal, on n'est pas suracheté, donc c'est pas bon. Là, nouveau signal, on est bien survendu, s'ensuit une bougie verte, et donc on a bien une position à l'achat à prendre. Alors par contre, Magis, est-ce que tu peux nous dire si il a besoin d'avoir une bougie rouge directement après la bougie ou pas? C'est ça que j'ai pas bien regardé sur son truc, donc je vais encore regarder une nouvelle fois, désolé, hein. C'est beaucoup de fois que je la répète. And we have our Bollinger Bands, as you can see here, which is the period is 20 and the deviation up. We were in the oversold, so there's 3 points to look at. We want a close outside of the Bollinger Band, which was good. The next thing we want to look for is the overbought, oversold, which is that. And the third thing is once we close outside of it, we want to look for the opposite color candle, which is we were long here, it was green, and we're looking for our first red candle. So, which happened right there. Let me draw it for you here. Right there. Once that happened, the very next candle, we would enter short. Ok, donc c'est pas forcément la bougie d'après, ça peut être plusieurs bougies après. Ok, donc bah, on va créer un Expert Advisor spécialement pour ça, alors on va ensuite le tester en direct. Tiens, on a fermé notre trade, on est très bien placé là sur l'euro-dollar, 60 euros de gain en cours. Sur nos autres positions par contre c'est difficile, on est à 946 euros de balance, par contre toujours 1007 euros d'équité, puisque notre trade sur l'euro-dollar se passe bien. Donc du coup on a enchaîné 4 pertes là entre le dollar australien face au dollar américain et le dollar face au yen. On va devoir reprendre 2 positions donc sur ces dernières. Les 2 dernières positions étaient de 0,07 là, on va en prendre 0,08. Alors vous voyez, je me suis entêté dans la vente sur le dollar australien face au dollar américain, pour le moment ça n'a pas payé. Alors, dollar australien face au dollar américain face au yen japonais, on va prendre 0,08 à la vente, donc on va suivre le mouvement. Voilà, donc la position est prise à la vente. On a un bel engouement baissier. Stop loss à 20 pips, objectif à 20 pips. Alors concernant le dollar australien face au dollar américain, je vais être patient, je vais continuer à prendre des positions à la vente. Alors certes je m'entête, après les stop loss resteront les mêmes, mais je ne vais pas la prendre dès maintenant, je vais attendre d'avoir un signal de retournement, là les haussiers sont trop forts. Donc je vais garder un œil sur mon graphique sur le dollar australien face au dollar américain pour éventuellement prendre une position, lorsque les vendeurs montreront qu'ils ont de la force. Là on commence à entrer en zone de surachat au niveau du stochastique. En attendant on va aller préparer l'Expert Advisor dont nous parlait ce monsieur dans son analyse. Alors euro-dollar on regarde, en une heure c'est très bien. 62 euros de gain en cours, 1007 euros d'équité, donc ça bouge pas tellement, donc notre équité est toujours là, positive par rapport à notre capital de départ, ça c'est bon. Ok, donc sur ce, qu'est-ce que j'ai à faire? Ouais voilà, donc je vais aller sur mon Expert Advisor Builder, donc sur ce, ok. Alors, stratégie acheteuse. Alors, tiens, je vous laisse l'adresse de cet Expert Advisor Builder pour ceux qui la connaissent pas. On en a déjà pas beaucoup parlé sur le forum, etc. Mais tout le monde la connaît pas. Je parle anglais. Ok, Magix. Donc, tiens, Ronald qui vient nous revoir. Ça grimpe l'euro-dollar. Qui l'eût cru? Bah ouais, ça grimpe, ça grimpe. 10 pips de stratégie, d'objectif, me dit Magix. Alors, j'ai pas bien entendu ça moi, dans la vidéo. J'ai entendu qu'il disait 10 pips à faire dans la journée. Et justement, qui cumulait ses gains sur la journée avec cette stratégie pour arriver aux 10 pips. Donc, c'était vraiment du scalping. Mais on va essayer avec un objectif à 10 pips justement. Donc, on va suivre ça à Magix. Merci. Remarque Trichet va parler dans 20 minutes. Oui, le discours de Trichet peut amener de la volatilité, d'autant qu'en ce moment c'est des périodes assez tendues avec beaucoup de choses à observer, que ce soit économiquement ou socialement, dans le monde je parle, donc ça peut amener de la volatilité, ça on suivra ça attentivement bien sûr. Alors sur ce, la stratégie acheteuse, on va attendre que par rapport aux bandes de Bollinger déjà, donc on va mettre les cours de clôture, donc on est le cours de clôture donc de la bougie en cours, qui soit plus petit. Alors non, ok. Donc donc il faut que les cours de la bougie précédente soient en dessous de, donc on va mettre un shift 1 de la bande basse de Bollinger. Donc Bollinger Bands. Ok. Ok. Et donc la bande basse. Donc on va attendre que ça soit en dessous et que la
la bougie actuelle ferme au-dessus de la bande basse de Bollinger. Voilà, là on est d'accord. Ok. Mais également... comment ajouter ça? Ok, non, ça va aller. Bon, pardon. Donc ça va pas être le top, mais on va faire ça pour le moment. C'est-à-dire, on va attendre que... on va prendre uniquement position sur lorsqu'on a une bougie qui clôture en dessous, puis directement qu'on clôture au-dessus de la bande haute. De la bande basse, pardon. Donc ça va un peu filtrer, ça va pas être exactement la stratégie. Ensuite, on pourra la travailler pour essayer d'avoir exactement ce que lui, il fait. Mais dans le premier temps, on va tester ça pour voir ce que ça donne. Donc pour faire quelque chose de simple et de rapide à tester. On va faire la même chose pour la stratégie à la vente. Donc on va prendre la bougie précédente, donc la fermeture de la bougie précédente. Voilà, donc j'ajoute un Shift 1, qui doit être plus grande que la bande haute de Bollinger. Alors, pardon, au niveau du micro, je vais le bouger. Voilà. Là, ça va être mieux. Ok. Donc on va avoir un Shift 1, donc voilà, ça c'est bon, et donc de la bande haute, et donc on doit attendre que la bougie en cours ferme en dessous de la bande haute. Ok, donc ça c'est bon. Et donc pour fermer la stratégie, pour fermer la position, donc on va simplement aller chercher un objectif à 10 pips. Donc each tick, oui. Alors, est-ce qu'on... Non, on attend les clôtures justement, donc complète barre. Donc low 0,1 low, on va faire le test chez FX Pro. Slippage, on s'en fiche. Stop loss, donc on va le mettre à... Le stop loss, comment on va le paramétrer ce stop loss? On va aller chercher 100, on va mettre 10 et 10. Alors toi je sais pas comment tu le fais Magix, ton stop loss. On va également aller chercher un objectif de 10 pips. Et pas de trailing stop. Donc là, notre Expert Advisor est prêt. Voilà, c'est bon. Donc on va aller le chercher. Alors, ok. On va l'enregistrer dans notre dossier FX Pro, on va faire le backtest. Donc on va fermer la plateforme de toute façon. Voilà. Donc on a notre Expert Advisor. Alors, trier par, modifier-le, voilà. Ok. Donc on va l'appeler 10 pips. 10 pips, voilà. Ok. Donc je vais mettre mon Expert Advisor dans le dossier expert et on va tester ça tout de suite. Ok, donc je relance ma plateforme. Alors un petit point sur nos positions en cours. Tiens, sur AUDUSD, on a des vendeurs qui reprennent légèrement en main le marché. On va essayer d'avoir le pic, le retournement, prise de position à l'avant de 0,08 lot sur AUDUSD, position de 0,08. Donc on a deux positions de 0,08 lot, une position de 0,1 lot à l'achat sur l'euro-dollar qui est gagnante de 58 €. Voilà. Donc sur ce, on se met en 5 minutes. On va faire notre backtest. Alors je vais télécharger l'historique simplement pour avoir un bon historique, une bonne qualité lors du backtest sur l'euro-dollar. On va tester ça ensuite rapidement. Ok. Alors le temps que ça télécharge, on va continuer à suivre ce qui se passe. AUDUSD, on a des vendeurs qui reprennent timidement en main le marché. On a eu une zone de surachat qui a été touchée. Mais les acheteurs sont quand même là, ils sont assez forts. Hein, on s'en rend compte notamment sur l'euro-dollar avec une grosse poussée haussière. On s'approche de notre take profit, on est actuellement à 1.3788. Je vous rappelle que sur l'euro-dollar, notre objectif est à 1.3835. Donc ça fait 47 pips à aller chercher. On est à plus de la moitié du chemin effectué. Je vous rappelle qu'on en est à 1.3705. Donc ça nous fait plus de 80 pips de gagner, ce qui est pas mal. Alors, USD-JP, le mouvement baissier semble vouloir se poursuivre. On suivra ça attentivement. Il y a les précédents plus bas qui vont faire office peut-être de zone de support. Et on se rend compte également à quel point la résistance oblique baissière a bien joué son rôle et à quel point elle est crédible. Hein. Si on s'approche, on voit que la réaction a été très vive et très précise, à la fois sur le premier support et sur cette résistance oblique baissière.
Ok, donc notre téléchargement se poursuit. Je vais faire un petit point sur ce qu'il dit sur le chat, en attendant. Alors si vous avez d'autres vidéos comme ça, hein, ou des fiches par rapport à les stratégies à tester, etc., ça peut être intéressant, n'hésitez pas à le poster. Alors salut à ceux qui viennent de nous rejoindre, salut Dude. Tu sais bien t'en servir, Fab, de ce truc? Oui, Magique, je sais bien m'en servir, oui. Je sais également programmer à la main, mais c'est vrai que moi je préfère faire avec ça quand c'est des petits experts comme ça rapides. Je trouve ça plus rapide et plus simple à faire. Alors, pardon. Donc ça j'avais lu tout à l'heure, je finis ma communication téléphonique, ok. M5, elle fonctionne sur le câble et l'euro-dollar, le Swissy et le dollar face au yen. Ok, on suivra ça. Donc toi tu le mets en 5 minutes, lui dans sa vidéo il dit qu'il le fait en 15 minutes. Donc je sais pas qui serait plus intéressant à étudier. Alors, je vais le faire en 15 minutes dans un premier temps. Ok, donc le lien a été donné, merci. On testera également en 5 minutes de toute façon. Enfin, elle fonctionne, c'est un bien grand mot. Ok, donc sur ce, on peut faire notre backtest, on va regarder ça. Alors, j'ouvre notre cadre stratégie. Donc, elle s'appelle 10 pips, la stratégie. Ok, elle est ici. Euro-dollar, donc on garde ça. Chaque tix, ok. Au niveau des dates, bah, vu que ça va être du court terme, on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup de ok. On va le faire par exemple depuis le début du mois de janvier 2011, tiens. Ok, donc depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 15 janvier. Ouais, voilà. Donc on va mettre le mode visuel et bah, c'est tout, c'est bon. Donc au niveau des propriétés, on va mettre un capital de départ de 1000 euros, des positions de 0,1 lot, Itchik mode no, on va mettre 30 pips de slippage puisqu'il faut rajouter un 0 vu que c'est une plateforme 5 décimale, et là ça devrait être bon. Donc on va déjà voir ce que ça donne. Alors, ok, je vais mettre pause. Alors, il faut que j'applique le template que j'avais pas sauvegardé. L'euro-dollar, on était là, donc enregistrer le modèle sous 10 pips. Ok. Au niveau du son, c'est bon, on m'entend trop fort, si vous pouvez me le dire, ça simplement. Et donc, au niveau de notre backtest, on va appliquer le template. On est donc en M5. Alors, dans un premier temps, on va tester en M5. Les premiers résultats sont vraiment bons, donc on va continuer à voir ce que ça donne. Alors, on va mettre pause. Alors, on va ralentir un peu pour voir si les positions sont bien prises, parce que là, du coup, on n'a pas bien le temps de voir. Alors là, ça va être trop long, par contre, donc en 30 pips. Alors là, ça fait vraiment long, mais bon, sinon, c'est trop rapide, donc... Alors, je vais essayer de mettre une pause dès qu'on a une position. Ok, voilà. Donc, si on zoome, on va voir si l'expert fait bien le boulot. Donc ici... Alors, par contre, voilà, une condition que j'ai oublié d'ajouter, je suis bête. C'est la condition, c'est le filtre avec le stochastique. Bon, c'est pas grave, j'ajouterai après, éventuellement. Mais bon, toujours est-il qu'on voit que ici, on a une... voilà, ici, voilà, on a une bougie haussière qui clôture au-dessus de la bande haute. Ensuite, on a une bougie baissière qui clôture en dessous de la bande basse. Prise de position à la vente. On touche notre stop loss. Et là, on a une nouvelle position qui vient d'être prise. Pourquoi? Parce qu'on a une bougie qui a clôturé au-dessus et la bougie suivante est vendeuse, donc est en dessous de la bande haute, donc prise de position à la vente. Déjà, l'expert marche bien, réagit bien, les prises de position sont cohérentes. On va voir si les résultats suivent ou non. Maintenant, j'ai oublié d'ajouter le filtre par rapport au stochastique. C'est éventuellement un travail qu'on fera ensuite en plus. Mais dans un premier temps, c'est plutôt pas mal. Donc on continue à faire le test et on va voir les résultats que ça nous donne. Alors ici, on peut suivre les résultats et dans un premier temps, on voit que c'est vraiment bon. Hein. C'est pas mauvais du tout, donc déjà, c'est pas une stratégie qui semble bête. Alors c'est pas super non plus, mais il y a quelque chose à faire. Déjà, on a plus de trades gagnants que de trades perdants. Sur l'euro-dollar, avec un test vraiment rapide. Donc après, avec un bon new management, etc., ça peut être quelque chose d'intéressant. On va laisser le test se finir. Voilà, c'est fait. Donc au final, on revient à 1008. Donc la qualité du modelage est de 90%, donc c'est assez proche des résultats qu'on aurait obtenus en réel. On n'a pas d'erreur de graphique désaccordée. On termine sur un tout petit profit, après avoir eu une bonne accélération haussière. Ça, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'il y a un gros drawdown. Si on regarde le drawdown maximal, il est de 11%, donc c'est pas énorme. Donc pour se faire une idée plus concrète, on va enlever le suivi et on va faire un test sur plus longtemps. Donc on va aller faire un test par exemple depuis 2010, on va dire depuis juin 2010. Alors, on reste en 5 minutes, je lance ça. On va voir les résultats qui apparaissent rapidement. Alors voilà, dans l'ensemble, on perd de l'argent quand même, hein, sur le long terme. Alors,
on va continuer à faire des tests, on va notamment tester en 15 minutes. Il y a des bonnes phases, il y a des moins bonnes phases, mais voilà, dans l'ensemble c'est plutôt perdant. Notamment peut-être à cause du spread et des stop loss trop serrés. On va passer en 15 minutes, voir ce que ça donne. Alors a priori en 15 minutes c'est pas forcément mieux. Peut-être que les stop loss sont trop serrés pour du 15 minutes. Ouais, donc c'est pas excellent non plus, hein, on perd de l'argent. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à modifier? Peut-être modifier la taille des stop loss et take profit pour le 15 minutes, voir ce que ça donne. Pardon. On va notamment tester avec des stop loss et take profit à 200 pips, enfin à 20 pips, pardon, je mets 200 parce que on est sur un broker 5 décimales. Donc on teste ça. J'ai plus le son, ça donne quoi les backtests? Alors. Alors, est-ce qu'on peut me dire si c'est ok au niveau du son et de l'image? Apparemment Magix n'a plus le son, mais je sais pas si ça vient de lui ou si c'est un problème qui est lié à mon micro par exemple. Alors, je vais regarder ça. A priori, moi mon son marche bien. Donc c'est plutôt un problème qui vient de chez Magix. Tiens, un petit coup d'œil sur nos positions en cours. Alors, je vais regarder ça. Alors, a priori, moi mon son marche bien. Donc c'est plutôt un problème qui vient de chez Magix. Pardon, je coupe pour pas avoir d'écho. Donc ce que je disais, oui, on a un nouveau stop loss qui est touché sur AUD-USD. Donc on en revient à ce que je disais au début, mais que je ne respecte pas pour le moment, c'est-à-dire ne pas s'entêter dans les prises de position à la vente. Je le fais. Heureusement qu'il y a mes stop loss, heureusement que je suis raisonnable dans la gestion des stop loss. Dans un même temps, on a notre position sur l'euro-dollar qui se passe bien, plus 63 €, ce qui fait qu'on ne perd pas d'argent. Enfin, on a une équité à 997 €, donc il y a quand même des variations, mais qui ne sont pas énormes. Il y a un moment où ça va corriger, donc forcément je vais avoir mon objectif sur AUD-USD à un moment, mais n'empêche que c'est une mauvaise série. Donc là, une prochaine position, ce sera de 0,09 lots, donc sur AUD-USD. Alors là, on a des vendeurs qui semblent vouloir reprendre en main le marché, on a la troisième résistance. Ok, donc prise de position à la vente sur AUD-USD, on va voir ce que ça donne. Stop loss objectif à 20 pips. Dans un même temps, sur le dollar face au yen, on est gagnant de 1,43 €. On a franchi les précédents plus bas, donc a priori la dynamique baissière tend à vouloir se poursuivre. On va suivre ça attentivement. Alors, on va laisser tout ça courir. On va reprendre notre graphique. Donc j'ai mis mon stop loss et mon objectif. Alors, cette fois on va faire notre test avec 20 pips de stop loss et 20 pips de take profit. Toujours en M15 sur l'euro dollar. Alors, les backtests... Ok, je réponds à Magix qui peut pas entendre le son sur lors du live. Apparemment, c'est bon pour Dude. Ok. Donc là, avec ce stop loss et objectif à 20 pips, c'est un peu mieux au niveau des pertes et des gains. Mais on voit que c'est quand même pas excellent, hein, cette stratégie pour le moment. Alors, on va essayer par exemple avec un objectif plus grand. Alors, on va essayer les deux choses différentes. On va mettre un stop loss par exemple plus grand que le take profit. Donc un objectif 2 fois plus petit que le stop loss. On va voir ce que ça donne. Toujours sur l'euro dollar en 15 minutes. Alors, on a des bonnes séries, forcément. On a aussi des séries beaucoup plus difficiles. Attention, statistiques ou événements économiques dans moins d'1 minute. Alors, on aura les ventes de véhicules par rapport à l'économie américaine. Dans l'ensemble, c'est quand même pas top, hein. Donc, on va aller sur autre chose. Donc, on va mettre 200 de stop loss, donc 20 pips de stop loss et 40 pips d'objectif. Donc là, on va faire l'inverse, c'est un ratio gain de perte supérieur à 1. Donc, un objectif 2 fois plus grand que le stop loss. Alors c'est une super idée de consacrer une partie de ton live sur le test d'un EA. Bah écoute, avec profit, oui, on peut en faire souvent, hein. Si vous avez des idées de stratégie comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je peux construire des experts en quelques minutes et ensuite les tester. D'autant que cet expert, par exemple, là, dès que le live est fini, vous allez le retrouver sur le forum, je vais le poster. Je crée un sujet, si vous avez des idées pour l'améliorer, etc. Donc en effet, ça peut être intéressant. Alors, là, on fait le test avec objectif 2 fois plus grand que le stop loss. Là encore, c'est mauvais. Donc là, dans l'ensemble, ça n'a pas bien payé, hein. Pour le moment, cet expert n'est pas assez abouti. On peut avoir des bonnes séries, mais il y a quand même, voilà, on le voit, on a des bonnes séries, on monte jusqu'à 1292, mais dans l'ensemble, ça reste perdant sur le long terme.
Donc on va essayer de l'améliorer, on va reprendre un peu notre expert. Alors on va lui ajouter déjà le stochastique. Donc on va prendre les positions uniquement à l'achat quand le stochastique est survendu. Voilà, je suis dans la stratégie, ok. Donc on va mettre stochastique. Alors excusez-moi, c'est pas agréable de m'entendre renifler, je suis vraiment enrhumé, donc désolé. Donc 5-3-3, simple, ok. Basse indicateur, ok. Donc on va attendre qu'on soit, enfin, il faut qu'on soit sous le niveau des. Alors sur mon stochastique, c'est combien? C'est 20. Donc sous les 20. Ok. Et pour les stratégies, pour les prix de position à la vente, il faut donc que le stochastique soit plus grand que 80. Stochastique. Ok. Donc au niveau des options, il n'y a pas de problème. Donc on complète. On a notre espace valeur qui est en train de s'enregistrer. Donc ça c'est bon. On prend téléchargement. Alors je vais le renommer en 10 pips 2. Voilà. Et donc pareil, je copie, je colle dans le dossier expert de la plateforme FX Pro. Et ensuite on va tester ça. Juste à la redémarrer, ça va être bon. Alors, on repasse sur FX Pro. Okay. Alors, un petit point sur la position en cours. Les 3 positions sont gagnantes. 60 € de gain sur l'euro-dollar avec 0,1 lot engagé. 1,42 € sur le dollar face au yen à la vente. Et 66 centimes. Notre équité en cours est de 994 € pour un capital de départ qui était de 1000 €. Moins des frais de dépôt par carte. Donc 1,5%, donc 15 € en moins. Donc on est quand même positif par rapport au début du compte, mais c'est pas excellent. Donc on va suivre ça, d'autant que la position de 0,1 lot qui est la plus gagnante pour le moment n'aurait pas dû être prise. Donc pour le moment c'est quand même pas excellent. Mais je reste confiant, le plan de management a été expliqué plusieurs fois et je pense qu'à terme ça va payer. Enfin, toujours est-il voilà, qu'on a notre plateforme MetaTrader qui est en place. Donc 10 pips 2, voilà notre expert advisor, l'euro-dollar, on va rester en 15 minutes. On va appliquer... non, on va se mettre en 5 minutes. On va faire 10 pips, 10 pips. Donc 10 pips d'objectif et 10 pips de stop loss. On va mettre le mode suivi, donc c'est-à-dire le mode visuel. On va tester uniquement depuis début janvier. Voilà. Alors j'applique le template. 10 pips, voilà. Et donc, on va voir si tout est OK. Alors, au niveau des résultats, pour le moment, c'est pas mal. Si on regarde au niveau des prises de position, ici on a une clôture au-dessus de la bande haute, s'ensuit une... donc la clôture se fait sans qu'on soit suracheté. Et la prise de position à la vente se fait parce que à ce moment-là, le stochastique est suracheté. Donc là, il y a une erreur au niveau de la programmation, c'est-à-dire qu'il faut que même au niveau de la première bougie, on soit déjà suracheté. Ce qui n'est pas le cas à ce moment-là. Donc, je dois refaire l'expert. Enfin, je ne le refais pas, j'ajoute simplement une option en disant qu'il faut aussi que le stochastique de la bougie qui était présent lors de la bougie précédente soit déjà suracheté ou survendu. Donc là, on repasse sur nos positions acheteuses. Et donc, je vais ajouter cette option, donc stochastique. Ok. Donc, il faut qu'on prenne le stochastique de la bougie précédente. Donc, qui est donc avec, on rajoute un shift 1. Et il faut qu'il soit plus grand que... non, justement, plus petit que 20 également. Ok, et donc pareil pour les positions à la vente. On ajoute, il faut que le stochastique soit plus grand que 80. Alors d'ailleurs, c'est une erreur. Oui, non, c'est bon. Ok. Il faut que le stochastique... de la bougie précédente, donc Shift 1, soit plus grand que 80. Ok.
Ok. Donc sur ce, je complète. Ok. Je récupère ça. Ok. Donc on renomme 10 pips 3. Ok. Donc toujours la même démarche. Hein. Je copie-colle. Je redémarre ma plateforme. Et on va aller voir ce que ça donne cette fois. Et s'il n'y a pas d'erreur. Au niveau de nos positions en cours, USD JP, donc USD face au yen, ça se passe bien. Poursuite du mouvement baissier. Euro-dollar, poursuite du mouvement haussier, ça se passe bien. 995 euros d'équité. AUD USD. On a des acheteurs qui tiennent toujours le marché, ça par contre c'est moins bien. Donc on suivra ça. Alors, ok, donc on a 10 pips 3 qui doit apparaître, voilà. Ok, donc le test sur janvier, les paramètres, tout est ok. On va se mettre 1000 euros simplement. Voilà, les points d'entrée, ok. Donc je lance le test. Alors, simplement, j'applique le template. Alors là, ça rame un peu. C'est une super idée, ok, ça on a vu. Alors, pourquoi ça rame? Est-ce qu'il y a un bug de la plateforme? Ok, bon, on va laisser tourner un petit peu, sinon on va la redémarrer. Avec les USD, bah, on a des acheteurs qui poussent toujours un petit peu. C'est plus le cas sur l'euro-dollar. Il est 17h21, donc les places boursières européennes vont commencer à fermer. Non. Ok, la plateforme bug. Donc il y a quand même des possibilités pour que il y ait des phases de correction désormais. Hein, en général, à partir de 17h30, 18h, en soirée, on a souvent des corrections d'excès. Et si on regarde notre bougie en journalier sur l'euro-dollar, on va la regarder tout de suite d'ailleurs. Voilà, on a une belle bougie haussière qui n'est pas exceptionnelle, donc non, il n'y a pas forcément de retracement à attendre ce soir. D'autant qu'on va avoir un discours de Jean-Claude Trichet qui permet de la volatilité. Quand je pense qu'on peut avoir des phases de retracement, c'est lors de bougies voilà, comme celle-ci qui sont bien hautes. Bah, des fois, le soir, on a tendance à corriger. Ça aurait pu également être le cas lors de la bougie du 13. Donc on verra ce qu'il en est. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, à 17h30, les investisseurs ont fait ce qu'ils avaient à faire. Parce qu'à 17h30, on a tout le monde qui est passé sur le marché, à savoir les Japonais, les Européens, puis les Américains ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire avec l'ouverture à 15h30 du Dow Jones et des marchés US. Donc a priori ça devrait être plus calme, cependant il y a des événements fondamentaux en ce moment, donc ça peut continuer à bouger. Donc j'applique 10 pips 3, voilà, hop, je valide. Alors, on applique le template, et on va suivre les prises de position. Ok, donc ici, est-ce que c'est bon? Alors, ici on a une clôture au-dessus de la bande haute de Bollinger. À ce moment-là, on n'est pas suracheté. Mais ensuite, on passe en surachat, et on a une clôture en dessous. Donc la prise de position est plutôt judicieuse. Mais a priori, il faudra aussi que j'ajoute le fait qu'il faut prendre en compte que même deux bougies avant, c'est-à-dire au moment où la bougie clôture au-dessus de la bande haute de Bollinger, on soit déjà suracheté, ce qui n'est pas le cas. Bon, on fera cette modification après éventuellement. Pour le moment, on va continuer à suivre uniquement les résultats. Et si on a besoin d'ajouter plus de filtres, eh bien on en ajoutera. Donc a priori, là pour le moment, c'est plutôt bon. Hein, les résultats qu'on obtient en 5 minutes sur l'euro-dollar. Alors, on a pas mal de positions qui sont prises, on va mettre sur pause. Alors, il y a des bonnes phases, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis il y a des phases plus difficiles. Donc, c'est un peu ce qu'on peut reprocher pour le moment. C'est-à-dire que ça dépend des conditions du marché. Donc, il faudrait peut-être trouver des solutions, peut-être un filtre horaire pour trader uniquement quand les conditions de marché sont intéressantes pour cet expert. Donc là, le test est terminé. On termine négatif. Il y a eu des bonnes périodes, il y a eu des périodes négatives. Donc, on va faire un test sans le mode visuel, vu qu'on sait maintenant que ça marche bien, pour avoir des résultats sur plusieurs mois. Ce qui est suffisant pour une stratégie court terme. Donc on va faire par exemple depuis début septembre 2010. Là ça devrait se faire très vite. Et dans l'ensemble on voit que c'est plutôt négatif. Alors, je pense notamment que ce type de stratégie, qui est basé plutôt sur le rebond, peut être plus efficace la nuit. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter un filtre horaire. Alors là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a le live qui a débuté. Hein. Précisément, ça fait 1h30 quand même. Donc on va terminer là-dessus. Je vais poster cet expert advisor sur le forum. Ceux qui veulent bosser dessus, ils pourront bosser dessus. Moi, je vais également essayer d'apporter des modifications, etc. Parce que je pense que ça peut avoir de l'intérêt. J'avais déjà eu ce type de stratégie que j'avais appliqué, notamment durant la nuit. Bon, j'avais ajouté des options de money management assez précises, mais qui donnaient de bons résultats. Donc oui, ça peut être intéressant, mais on voit également que c'est difficile. Alors on va faire un dernier backtest simplement en ajoutant, on va se mettre en 15 minutes,
On va laisser un peu plus respirer les cours avec 20 pips, on va ajouter un trailing stop. Donc on va mettre 20 pips de stop loss, 20 pips de take profit, on va ajouter un trailing stop de 10 pips. C'est-à-dire que... Oh, même de 50, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer donc de 5 pips. Donc on va essayer vraiment de garantir et de sécuriser le gain. On va voir ce que ça donne. Alors... Voilà, donc... Forcément, on a des séries de forts gains. Mais... Parce qu'il y a beaucoup de positions gagnantes. Hein. Dès qu'on a 5 pips de gain, ça y est, en clôture. Mais malheureusement, on a également, dès que ça se passe mal, dès qu'on a des stop loss qui sont touchés, des grosses séries de pertes qui font vraiment mal. Donc, pas de solution miracle pour le moment. On va chercher, on va continuer. Vous retrouverez cet Expert Advisor sur le forum juste après l'émission. Alors sur ce, on avait quand même le pétrole à voir. On va le voir avant de se quitter. Donc comme j'ai dit, je privilégierais, vu le contexte fondamental, les positions à l'achat sur le pétrole. Ça sert à rien à voir avec du technique. Techniquement, on a une dynamique de fond qui est haussière. Si on prend le retracement de la dynamique baissière qu'on avait eu lors de la crise, on voit qu'on est à plus de 50%, donc on est en train de franchir la zone des 50% qui était quand même une zone assez importante. On pourrait donc se diriger vers les 61,8%. On n'a plus de zone apparemment de résistance majeure, non, on a franchi avant les 61,8 justement, lié à la grosse dynamique baissière qu'on avait eu lors de la crise des subprimes. Alors... la prochaine résistance serait donc théoriquement à 103,77, donc un objectif juste en dessous pourrait être 103 ou 100 par exemple, 100 $ le baril de brut, ça peut être un objectif. Alors si je me rapproche, ici on a un moyen terme hein, en journalier, la prise de position la plus judicieuse serait à mon sens le franchissement à la hausse des précédents plus hauts qui n'a pas eu lieu pour le moment, donc ça serait de repérer cette résistance oblique haussière qui se situe à 93,02 et de passer un buy stop juste au-dessus. Alors par exemple, ça pourrait être 93.30 ou 93.50 si on va trop serré, et si on veut jouer le breakout. Au niveau du stop loss, la manière la plus judicieuse de le placer, à mon avis, c'est sous le support oblique haussier. L'avantage de ce type de stop loss, c'est qu'il évolue avec le temps, puisqu'on rentre dans le sens du mouvement, et donc ce support oblique haussier qui relie des plus bas de plus en plus haut est voué à aller à la hausse, donc à être de plus en plus haut. Donc par là même, votre stop loss est amené à être de plus en plus haut, donc de plus en plus proche de votre point d'entrée. Donc ça, c'est une approche assez intéressante qui sécurise votre gain petit à petit. En tout cas, qui diminue votre perte potentielle petit à petit en fonction de l'évolution de votre position. Au niveau de l'objectif, d'aller chercher juste en dessous 61,8%, ça me paraît assez judicieux. Donc j'ai donné un point d'entrée, les idées de stop loss et take profit. Je pense avoir fait mon job pour cette analyse moyen terme sur le pétrole. Alors, un dernier petit coup d'œil à nos positions en cours. On a 64 € de gain en cours, 995 € d'équité. Ça se passe bien sur le dollar face au yen, ça se passe moins bien sur le dollar australien face au dollar américain. Sur notre position sur l'euro-dollar, 63 € de gain en cours, on suivra ça attentivement. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Je fais un dernier point sur ce qui avait été dit sur le chat. L'UT et le SL, ok. Je parle en anglais, ça j'avais vu. Alors, elle me permet de faire des trades intéressants. Alors, ça c'est Magix qui nous parlait de sa stratégie. On vient de la voir, hein, de manière assez intéressante. Mais seulement en scalping, car target 10 pips et stop loss 20 pips. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on teste peut-être avec la stratégie qu'on n'a pas testé. On va faire un nouveau backtest avec stop loss à 20 pips et objectif à 20 pips. Sans trailing stop, donc. Ah, j'avais pas activé le trailing stop. Donc, il faut que je refasse ce dernier test, pardon, qu'on venait de faire. Donc ensuite on va tester avec 20 pips, 10 pips. Je suis revenu, c'est clair, ok pour moi, je parle anglais. Attention sur la vidéo, son graphe est en 15 minutes, ok. Événement économique dans moins d'1 minute. Alors voilà comment ça se passe avec le trailing stop à 5 pips. On a tendance à stagner. Mais voilà, dès qu'on a des séries de pertes, c'est assez cruel et c'est assez important. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt perdant avec un trailing stop trop serré. Donc sur ce, on va désactiver le trailing stop, voilà. On va mettre l'objectif à 10 pips et on va laisser donc 20 pips de stop loss. On va voir ce que ça donne. On va tester en 15 minutes puis en 5 minutes et on terminera là-dessus. Alors a priori c'est pas terrible, hein. C'est pas mauvais mais c'est quand même mauvais, hein. C'est plutôt perdant en tout cas en 15 minutes. Ouais, c'est même perdant. On va donc tester en 5 minutes maintenant, pardon. Sur l'euro-dollar, et donc ensuite il faudra peut-être tester sur d'autres paires, etc. Après, ensuite je vous laisserai faire vos propres backtests, on va arrêter là avec les backtests.
En 5 minutes, les points d'entrée semblent plutôt cohérents, mais on a quand même des difficultés à combler le fait qu'on a un ratio gain-perte inférieur à 1, c'est-à-dire un objectif inférieur au stop-loss. Hein. Les pertes sont quand même assez lourdes et impactent lourdement le capital, qui diminue petit à petit, donc c'est mauvais. Donc à travailler, pour le moment en tout cas, c'est pas concluant. On verra ça plus tard. Alors voilà, pour répondre, bah, ok pour moi, ça on avait vu. Donc si tu modifies l'UT, tu modifies le stop loss et le take profit. Rien n'est simple, Fab, M5. Alors bah, je sais bien Magix que rien n'est Fab, que rien n'est simple. 10 pips de target, ça grimpe qui l'eût cru, voilà, nous disait Ronald. Remarque tricher apparaît dans 20 minutes, c'est normal. Tu sais bien t'en servir, Fab, ce truc, bonjour. Dur, il y a un live anonyme. Et Anonyme fait un live. Dur, il y a un live et Anonyme fait un live. Alors, qui est Anonyme, Dude est-ce qu'on peut m'en dire plus? Est-ce que vous avez le lien vers ce live? Ça peut être intéressant. Oui, ce qui peut être intéressant quand on a plusieurs personnes qui font des émissions, c'est de se concentrer, de se rencontrer pour faire une émission commune, qui est souvent plus intéressante. Donc, n'hésitez pas à me donner le lien vers l'émission de ce membre ou de cette personne. Ça peut être intéressant. Salut Dude, c'est dommage que vous ne vous mettiez pas d'accord pour faire tous ensemble un live commun, en effet. Je vais contacter Anonyme, n'hésite pas à me laisser le lien vers son émission. Grâce à Anonyme, j'ai gagné 87 pips aujourd'hui, écoute, c'est très bien, Dude, bravo à Anonyme. Nous, pour le moment, sur la journée, c'est plutôt perdant, même si on est bien orienté et qu'on est acheteur avec succès sur l'euro-dollar jusqu'à maintenant. C'est dommage que... Ok, ça on avait vu. J'ai plus de son. Ça donne quoi le backtest Fab? Terrible. Tu sais faire des EA? Bah oui, Magique, je sais faire des EA, tout à fait, ouais. Oui, son image, je ne sais pas. Je suis en train de regarder mon casque. Ah, ça saoule le PC du boulot. Ça donne quoi le backtest? C'est une super idée de consacrer. Ok, ça on avait vu. Donc sur ce, j'ai fait le point. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Alors, non, il y a encore quelques petits trucs. C'est mortel ton lien. Je vais tester ce soir quand je rentre à la maison. L'émission a été enregistrée. J'ai manqué le début. Alors, oui, l'émission est enregistrée. D'où tu pourras la retrouver dès qu'elle sera terminée sur Vidéo Bourse, donc dans le cadre de diffusion. Tu pourras la retrouver en podcast. Voilà. Voici le lien vers Anonyme. Merci beaucoup, Dude. Il y a d'autres traders professionnels avec lui. Ok, c'est excellent ça. Écoute, je vais suivre ça et je vais essayer de les contacter pour en savoir plus. Écoutez, bonne soirée à tous. À bientôt sur videobourse.fr. Je publierai également de nouvelles analyses sur YouTube, etc. Donc n'hésitez pas à venir checker régulièrement le site. Bonne soirée à tous. À bientôt sur Vidéobourse. Je fais qu'une journée par semaine. Parce que là, tu vois, j'ai fait moins de gains aujourd'hui que je fais habituellement.